Dans la critique de la raison pure, Kant va examiner le problème posé par la théorie de Leibniz. Kant dira de la critique de la raison pure qu'elle est la véritable apologie de Leibniz. Mais est-ce au sens de l'éloge ou au sens de la plaidoirie? Le mot grec apologie, en effet, désigne la réponse à une accusation, comme dans le titre Apologie de Socrate, qui signifie le plaidoyer de Socrate. Kant défendra-t-il Leibniz contre l'accusation d'un enfermement de la raison dans la monade, dans la prison de la monade? Dans l'analytique des principes, il énumère les principes purs qui permettent de penser l'expérience. Dans les analogies de l'expérience, il analyse le principe de simultanéité. Toutes les substances, en tant qu'elles peuvent être perçues comme simultanées dans l'espace, sont dans une action réciproque universelle. Ce principe correspond à la thèse de Leibniz dans le paragraphe 61. Tout corps se ressent de tout ce qui se fait dans l'univers, tellement que celui qui voit tout pourrait lire dans chacun ce qui se fait partout. Kant défend Leibniz au sens où, contre les empiristes anglais, Hume en tête, il affirme que la vérité peut être universelle, doit se fonder sur des principes universels, le principe de non-contradiction, le principe de raison suffisante, et sur l'espace et le temps. Cependant, il reproche à Leibniz d'être sorti des limites assignées à la raison, là où nul ne peut dire ou prouver si elle a tort ou raison. Quel est le but de la critique de la raison pure? Le mot critique désigne la délimitation, l'établissement des limites. La raison n'a pas le pouvoir de tout connaître. Il lui faut donc reconnaître ses propres limites pour qu'elle cesse de perdre du temps avec des problèmes par nature insolubles. Quelles sont les limites de la raison théorique? C'est, pour Kant, l'expérience. Si la raison s'aventure hors du champ de l'expérience, elle va errer de thèse en thèse contradictoire sans jamais pouvoir trancher entre elles. Dans le chapitre 3 de l'analytique des principes, il écrit ceci. Ce pays de l'entendement pur est une île que la nature elle-même a renfermée dans des bornes immuables. C'est le pays de la vérité, environné d'un vaste et orageux océan, empire de l'illusion où, au milieu du brouillard, maint banc de glace, présente l'image trompeuse d'un pays nouveau et attire le navigateur, vagabond qui cherche de nouvelles terres dont il n'atteindra jamais le but. Pour Kant, Leibniz s'est aventuré trop loin vers de nouvelles terres, animées par le désir de résoudre des problèmes qui dépassent le pouvoir de la raison. En somme, Leibniz a poussé trop loin les règles de la logique. Il a employé la logique hors du champ de l'expérience, ce qui est possible, car la logique peut s'appliquer à tout, mais en sortant du champ de l'expérience, il est aussi sorti du champ de la vérité. Pour Kant, la logique et la raison doivent rester dans le champ de l'expérience pour espérer rencontrer la vérité. Il est tentant d'aller au-delà, mais c'est sans espoir. Toute la dialectique transcendantale semble démonter les thèses de Leibniz. La dialectique transcendantale a pour but de montrer que la raison est confrontée à des problèmes insolubles pour elle. Les paralogismes de la raison pure portent sur la psychologie rationnelle. Elle affirme selon Kant 1. L'âme est une substance. 2. Simple quant à sa qualité. 3. Numériquement identique. 4. En rapport avec des objets possibles dans l'espace. Ces thèses ont pour conséquence que l'âme est immatérielle et incorruptible. On reconnaît presque la thèse leibnizienne ici, y compris avec le dernier point, qui parle non de la relation avec des objets réels, mais avec des objets possibles. Pour Kant, la thèse de la monade spirituelle simple et incorporelle consiste à passer du logique, je me pense comme un sujet, au réel ou à l'ontologique, je suis une chose incorporelle. C'est sortir du champ de l'expérience et s'aventurer dans un domaine où la vérité est inaccessible. Les antinomies de la raison examinent le problème de la cosmologie rationnelle. Les antinomies sont des pensées qui s'opposent et selon Kant, s'opposeront toujours dans notre raison. C'est un conflit éternel de la raison avec elle-même. La seconde antinomie porte sur les substances simples. La thèse dit ceci. Toute substance composée dans le monde l'est de parties simples. Ce à quoi l'antithèse réplique, aucune chose composée dans le monde ne l'est de parties simples. Leibniz, dès le début de la monadologie, entreprend de répondre à ceci. Il faut qu'il y ait des substances simples puisqu'il y a des composés. Kant montrera que cette question est indécidable et qu'il est impossible à la raison de découvrir des substances simples. De plus, Leibniz semble glisser dans son analyse des composés corporels aux composants incorporel, ce qui est encore une extension indue de la logique à un domaine qui est hors de sa portée. Dans l'idéal de la raison pure, qui aborde la théologie rationnelle, Kant montre l'impossibilité de prouver l'existence d'un Dieu.
Leibniz affirmait l'existence d'un être nécessaire, cause des séries causales et finales dans le monde. Pour Kant, la raison ne peut trancher cette question. Il est tout aussi possible qu'un Dieu existe qu'il n'existe pas. Le concept d'un être absolument nécessaire, dit-il, est un concept purement rationnel, c'est-à-dire une simple idée dont la réalité objective est loin d'être prouvée par cela seul que la raison en a besoin. Encore une fois, Kant reproche à Leibniz de pousser la logique plus loin qu'il n'est requis. Le problème, c'est que la thèse de Leibniz a posé des conditions si restrictives dans la représentation du monde que l'on peut dire que Kant, malgré toutes ses préventions, a hérité de la prison de Leibniz. Dans l'analytique des principes, le chapitre 3 s'intitule « Du principe de la distinction de tous les objets en général en phénomènes et noumènes ». Kant va opérer une distinction entre l'expérience de l'objet et l'objet de l'expérience, entre le phénomène et le noumène. Le phénomène peut se définir de façon commune à Kant et à Leibniz. Il est la synthèse des perceptions de la monade chez Leibniz en tant qu'un corps oriente vers une chose. Chez Kant, le phénomène est l'intuition de l'objet à travers les formes de l'espace et du temps, offrant à la raison la matière permettant de le penser à travers les catégories et les principes de l'expérience. L'existence même des catégories, des formes et des principes purs s'explique par le fait qu'ils sont tournés vers l'expérience, qu'ils ne servent qu'à rendre possible l'expérience. Toutes les catégories et tous les principes qui en sont formés sont dans le même cas, c'est que nous ne pouvons définir une seule de ces catégories sans en revenir aux conditions de la sensibilité, par conséquent à la forme des phénomènes auxquels elles doivent être restreintes comme à leurs seuls objets. Cependant, Kant va opérer une distinction stricte entre la chose de l'expérience et la chose en soi. Nous pouvons prendre l'exemple des lunettes. Nous ne percevons les choses qu'avec des lunettes que nous ne pouvons enlever. Nous voyons des choses dans l'espace et le temps et nous les pensons avec les catégories et les principes. Mais nous ne pouvons retirer ces lunettes pour voir directement la chose originale qui est la cause de ma perception. Le noumène, c'est la chose en soi dont je ne peux avoir aucune intuition ni sensible, parce qu'il échappe aux formes de l'espace et du temps, sinon je le percevrais, ni intellectuel, car alors je ne vois pas sur quoi je m'appuierai pour en avoir une représentation. Le noumène échappe à la représentation humaine. Si en effet l'usage des catégories, des formes et des principes purs est de s'appliquer à l'expérience, alors ils ne servent à rien dans le monde nouménal. Il peut donc être sage de s'exprimer ainsi. Les catégories pures sans les conditions formelles de la sensibilité ont une signification purement transcendantale, mais elles n'ont pas d'usage transcendantal, cet usage étant impossible en soi. L'usage des catégories, des formes et des principes purs ne peut qu'être empirique et non transcendantal. Mais s'il en est ainsi, alors un enfermement dans le champ de la conscience redevient possible. Il y a une prison kantienne comme il y a une prison de Leibniz. Si en effet nous n'avons accès qu'à des phénomènes et non aux noumènes, n'est-il pas possible de dire que les noumènes n'existent tout simplement pas ? Les noumènes que nous ne percevons pas sont peut-être les causes des phénomènes que nous percevons, mais rien n'interdit de penser, quitte à pousser un peu la logique loin des limites de l'expérience, que les noumènes n'existent pas et que n'existent que les phénomènes. Et même, nous pourrions retourner l'argument kantien. En faisant ceci, nous ne poussons peut-être pas la logique hors des limites de l'expérience. Au contraire, nous maintenons cette expérience pour n'affirmer qu'elle. En affirmant l'existence des noumènes, n'est-ce pas Kant qui pousse trop loin les limites de la logique ? Tout comme avec Leibniz, les perceptions de la monade pouvaient se passer du monde matériel, les phénomènes chez Kant peuvent peut-être se passer du monde nouménal. Nous demeurons donc enfermés dans les limites d'un monde de l'expérience intime qui nous donne peut-être l'illusion de nous ouvrir sur le monde, mais c'est sur le monde intime qu'il nous ouvre. La prison de Leibniz s'est transformée en pénitencier kantien. La postérité de cette prison de Leibniz passe peut-être de Kant à la phénoménologie. Husserl, en effet, va décrire le rapport au phénomène à travers l'expression de l'attitude naturelle. L'attitude naturelle considère que les choses que nous percevons sont telles que nous les percevons. Si je vois un arbre dans le jardin, un arbre autour duquel je peux tourner, que je peux toucher, alors je vais considérer que cet arbre existe dans le jardin et qu'il est tel que je le vois,
aussi grand, aussi solide, aussi résistant que je le perçois. Pour Husserl, il faut rompre avec cette attitude naturelle. Nous devons considérer que nous n'avons accès qu'à des phénomènes. Le monde ne sera donc que le résultat ou la synthèse de notre expérience des phénomènes et non un donné déjà là s'imposant à notre expérience. Pourtant dans l'expérience, le monde se donne comme déjà là, comme un étant donné. J'ai l'impression qu'il existe un monde de ce que je le vois. Cela peut toujours être une illusion, même si ce serait la plus parfaite des illusions. Dans les leçons de 1907, Choses et espace, Husserl écrit ceci. Nous éprouvons ici un sentiment de gêne. L'objet d'une perception est apparaissant, intentionnel, mais n'est pas pour autant donné dans le même sens, n'est pas effectivement. L'intentionnalité est un concept clé chez Husserl. Il désigne le fait que toute conscience est conscience de quelque chose. Le « de », c'est l'intentionnalité, la visée par la conscience ou la perception ou l'imagination de quelque chose. Dans la perception, j'ai bien conscience de l'arbre devant moi, je vise cet arbre. Mais cet arbre visé existe-t-il hors de ma conscience? L'intentionnalité est une composante de la conscience, mais ce n'est pas une garantie de l'existence des choses hors de la conscience. Au paragraphe 16, intitulé « L'objet de l'appréhension comme apparition », Husserl emploie un exemple analogue à celui de Leibniz sur les points de vue. La maison apparaît, à ceci près qu'une simple face de la maison s'expose effectivement et qu'il ne peut pas du tout s'en exposer davantage. Mais une face n'est une face que de l'objet complet, elle n'est pas quelque chose de dissociable. Nous voyons une maison, mais nous n'en voyons qu'une face tout en sachant que cette face n'est pas seule, n'est pas isolable, mais appartient à un tout que nous visons intentionnellement. Nous pourrions penser ici que c'est l'objet extérieur qui fonde la synthèse au moins visée de ma perception complète. Cependant, la théorie explicative de Leibniz pourrait valoir ici. Les points de vue sur la maison ne sont pas liés entre eux par la maison, mais parce qu'il y aurait une harmonie entre eux. Par conséquent, les différentes faces de la maison pourraient être liées entre elles de telle façon qu'elles donneraient l'impression de viser intentionnellement une maison unique et réelle qui pourtant n'existerait pas. Il n'y aurait pas une chose immanente dans la pensée et une chose transcendante dans le monde, il y aurait une transcendance dans l'immanence, la représentation dans ma conscience d'une chose extérieure à elle. Mais tout cela est possible sans qu'elle existe. On peut concevoir la maison comme la somme des points de vue sans qu'une maison externe existe. Le problème de Leibniz va traverser toute la tradition philosophique du rapport au réel externe à la conscience. Est-il possible d'éviter ce risque inhérent à la théorie des monades? Est-il possible de s'évader de la prison de Leibniz?